Après la responsabilité sociétale incontournable de ce matin, nous abordons cet après-midi la médiation comme outil de dialogue. La médiation comme outil de dialogue, comme ce matin, j'ai donné la parole sur ce thème, et c'est bien normal, à Françoise Ousti, ici à ma droite, qui est médiatrice et également notre déléguée régionale pour la région Midi-Pyrénées. Je vous demande aussi de l'applaudir, car elle représente la représentation et l'implication sur le territoire de l'ANM, qui n'est pas qu'une association parisienne, mais qui est présente effectivement sur la totalité du pays. Autour d'elle, nous aurons 4 intervenants que je vous présente brièvement. Raphaël Leroy. Ah, je vois qu'il y a un fan club, c'est génial. Ah, ça c'est sympa d'être venu. J'ai jamais réussi, moi, à avoir des pom-pom girls pour dire Georges Potrequet, et non, bon, ça marche pas. Raphaël Leroy, pour vous présenter, je dirais que vous êtes toujours dans vos différentes fonctions au sein de la banque. Vous avez été dans cette position extrêmement délicate et en même temps passionnante, qui consiste à être entre les clients et l'institution que vous représentez, en l'occurrence la BNP Paribas. Et c'est assez naturellement que vos fonctions englobent aujourd'hui la RSE du groupe BNP Paribas. Yves Le Vullièvre, vous n'êtes pas à proprement parler entre, je dirais plutôt en face d'eux. Et devant vous, ce ne sont pas des clients, mais des justiciables, puisque vous êtes président du tribunal de commerce de Nanterre. Une position qui consiste cependant à rechercher une forme d'équilibre, puisque vous êtes là au sein d'une juridiction, mais une juridiction un peu particulière, puisque c'est une juridiction paritaire dont les juges ont été élus par leurs pairs. Et bien entendu, la médiation ne vous est pas inconnue, sinon vous ne seriez pas là, évidemment. Marie-Christine Koniloff, vous êtes déléguée au monde économique au sein de la fondation WWF France, et en quelque sorte, vous mettez votre longue expérience en matière de développement durable au service de la cause que défend depuis 40 ans cette institution mondiale pour la défense de l'environnement. La responsabilité sociétale et environnementale est donc au cœur de votre métier, mais aussi des relations que vous nouez entre deux mondes dont les projets sont souvent, ou parfois, mais souvent, en opposition, celui d'entreprise d'une part et celui de la défense de nos océans, de nos forêts et des célèbres petits pandas qui sont les animaux, qui est l'animal fétiche du WWF, World Wildlife Fund. Enfin, Olivier Berducou, dans votre cas, j'hésite un peu, bien entendu, sur votre positionnement. Est-ce que vous êtes en face ou entre ? Secrétaire confédéral de la CFDT, vous êtes, dirais-je, par construction, d'abord en face du patronat, en face du gouvernement, et quelquefois, mais c'est plutôt rare à la CFDT, en face des CRS. Mais en même temps, votre longue expérience de la vie, et notamment de la vie sociale, vous a permis de mesurer qu'il fallait être aussi, selon les circonstances, pas seulement en face, mais aussi à côté, voire entre, car c'est là que tout se décide. En charge de la RSE à la CFDT, vous en êtes devenu un spécialiste et votre appréciation sur la place de la médiation comme outil de dialogue ne manquera pas de nous intéresser. Je vous ai présenté tous les 4. Françoise Ousti, je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup, Georges. Et donc, je fais comme ce matin avec la délégation de Arc Atlantique, un remerciement et l'expression du fait d'être à la fois fière, bien sûr, d'être présente, de porter les couleurs de Toulouse à l'Assemblée nationale et à Paris en particulier, et surtout d'être très heureuse justement de pouvoir faire entendre la voix des délégations régionales, des provinces, pour reprendre un parallèle avec les Parisiens. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que discrètement, je porte à la fois les couleurs de l'ANM et les couleurs du Stade toulousain, dont on sait que, bien sûr, c'est le meilleur club de rugby qui puisse être. Car Toulousain un jour, Toulousain toujours, je vous le rappelle. Allez Toulouse! Voilà. Alors, en dehors du Stade toulousain, l'ANM aussi prend vie dans les régions. Et puis, bon, je ne suis pas là pour faire le détail de ce qui s'est passé déjà. Et comme ça a été dit,
à force de travail aussi, elle commence à s'implanter dans divers partenariats. Donc nous sommes présents aussi en unité judiciaire à la Cour d'appel de Toulouse. Nous avons aussi tissé des relations avec des partenaires que j'appellerais largement partenaires sociaux, mais qui ne correspondent pas tout à fait à ce que M. Berducou va nous conter tout à l'heure. Et tout ça pour essayer justement de développer ce dont vous avez largement parlé ce matin déjà, le réflexe médiation. Alors pour revenir au sujet du jour, ce matin, on a entendu que de nombreuses organisations, de nombreuses entreprises, et pas des moindres, se lancent dans la démarche RSE, le font avec passion et sans doute parce qu'elles ont appréhendé les avantages que peut représenter une telle démarche, à la fois dans la productivité et certainement aussi dans la relation humaine. Mais au-delà de cette dimension, qui est une dimension peut-être plus stratégique de l'entreprise, la démarche RSE suppose de s'engager à long terme dans un développement économique qui doit intégrer, si ce n'est incorporer, des valeurs de responsabilité globale. Alors, responsabilité globale, ça veut dire aller de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est à la fois de l'environnement, du développement durable, mais aussi la relation interpersonnelle. Et qui dit responsabilité dit autonomie. Et qui dit autonomie dit connaissance de soi. Et qui dit connaissance de soi dit dialogue. Je vous renvoie à Socrate qui disait « Par le dialogue, connais-toi toi-même ». Voilà. Donc, ce matin, il nous a été conté et brillamment par Éric Battistoni, le cadre possible d'une RSE dans une délicatesse humaniste qui serait sous-tendue par une RSE réflexive. De son côté, François Fatou nous a brossé toutes les formes possibles de dialogue qui peuvent être trouvées dans le cadre de la RSE, qui va de l'information à la consultation, à la concertation. Mais pour autant, ça ne nous dit pas forcément ce qu'est le dialogue. Et comment éviter d'échanger sans avoir à se parler, comme disait Monsieur Pelou ce matin, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on puisse réellement se comprendre et s'entendre dans l'entreprise. Alors rapidement, je rappelle que dialoguer, c'est se parler, bien sûr, mais c'est entrer surtout dans une dynamique dialogique, de rapport à l'autre. Et c'est aussi accepter le risque du jeu, le jeu de se dévoiler. Le jeu de je te parle et je te parle correctement, donc je te respecte et j'entends bien que tu me respectes également. Et je pense que cette dynamique-là, dans le cadre de la RSE en particulier, a une valeur mutative particulièrement importante et intéressante et que l'on peut espérer se transformer en métamorphose carrément. Voilà. Donc, juste pour rappeler, bon, je sais que je risque de prendre un peu de temps, mais c'est important peut-être de le rappeler, à quel point c'est d'actualité sur la base, notamment si je m'en réfère à la base d'un sondage, dernier sondage CSA, qui date d'avril 2013 pour l'Institut supérieur du travail, qui, sur un panel d'environ 1001 personnes, témoignait de ce que 52% des Français considéraient que le dialogue social en France ne fonctionnait pas bien, et que 38% considèrent qu'il ne fonctionne pas du tout. Et c'est décliné ainsi autant dans la société civile que dans l'entreprise que dans la société politique. En gros, une perte de confiance, puisqu'on parlait de confiance juste à l'instant, avant d'aller déjeuner, perte de confiance à l'égard des partenaires sociaux, 48% pour les partenaires salariés, 58% pour les syndicats patronaux, et il en va de même à plus de 50% également pour tout ce qui concerne la vie des banques et la vie politique. Donc je pense qu'il est largement temps de tirer les conséquences et de modifier peut-être nos représentations communes, nos représentations du vivre ensemble et les modes de gouvernance qui peuvent évoluer et qui peuvent apporter un plus. Et pour cela, donc, nous avons 4 intervenants qui vont nous apporter leur expérience originale, bien sûr, et non seulement des expériences, mais sans doute aussi des conceptions. Et nous allons commencer donc par Madame Leroy. Madame Leroy qui est responsable du RSE, enfin qui est en charge du RSE, notamment dans la relation des consommateurs à la banque BNP Paribas. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous parler mutation, je vais vous parler transformation et bien évidemment je vais vous parler médiation. Alors tout cela en 10 minutes et au moment de la digestion, des belles rimes. Donc le défi est important et lourd à porter.
Alors, le monde change. En plus, c'est la signature de BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Le monde change et je voudrais évoquer ce que disait Gabriel ce matin, qui faisait référence à Michel Serres. Le monde non seulement change, mais nous vivons véritablement un changement de monde. Un changement de monde qui nous oblige à repenser nos modèles traditionnels, qui nous oblige à nous réinventer. Alors, c'est quoi tous ces changements de monde qui nous imposent d'être en mouvement nous aussi ? Alors, il y a déjà cette mutation technologique avec la figure d'un individu connecté, mobile, hyper informé, sans arrêt dans Internet. Il n'est même plus sur Internet, il est dans Internet. Il a son smartphone au creux de la main, greffé. C'est devenu un individu augmenté qui en connaît beaucoup plus qu'avant. Et bien évidemment, cela transforme les rapports entre les gens. Monsieur et madame tout le monde sont devenus des sachants. Quand je vais chez mon médecin, je vais avant sur Internet, je fais mon diagnostic, j'arrive chez mon médecin et je lui tends ma prescription médicale. Quand les clients viennent dans nos agences bancaires, ils en savent souvent, maintenant, au moins autant que leurs conseillers. Donc cette première mutation technologique, avec cette aide augmentée, vous le voyez déjà, bouleverse les rapports entre les hommes. La deuxième mutation, c'est la mutation industrielle. On parle de troisième révolution industrielle, avec une innovation qui s'accélère sans précédent. Alors, il y a une expression assez édifiante de cette innovation qui s'accélère, c'est l'imprimante 3D. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, donc cette imprimante tridimensionnelle. Il y a 5 ans, ça relevait totalement de la science-fiction. Aujourd'hui, quasiment, cette imprimante 3D est accessible à chacun d'entre nous. Et là aussi, vous imaginez bien que ça redéfinit en profondeur nos rapports à l'industrie, nos rapports à l'objet. Et puis enfin, il y a une mutation sociétale. Alors en toile de fond, une crise qui semble s'installer pour durer. Donc Jean-Louis Kiel vous parlera de cette précarité qui grandit. Il y a aussi des mutations, des parcours de vie beaucoup moins linéaires. On divorce, on se sépare plus souvent qu'avant. On connaît des périodes de chômage plus fréquentes. Et puis aussi, une mutation sociale qui est très importante, c'est le vieillissement. Alors là, c'est une bonne nouvelle, puisque ce vieillissement est dû à l'allongement de l'espérance de vie, donc ça, c'est formidable. Ceci étant, là aussi, ça pose des questions sur la préparation à la retraite, sur la dépendance, sur la position des aidants, qui sont les pivots entre deux générations, leurs enfants qui doivent aider parce qu'ils sont de plus en plus précaires, et puis leurs parents qui vieillissent et parfois deviennent dépendants. Donc on voit beaucoup de mutations qui transforment les comportements et qui nous obligent à nous poser des questions. Alors bien évidemment, vous allez me dire, les changements, les mutations, les innovations nourrissent l'humanité depuis toujours. Ceci étant, ce qui a changé, c'est ce rythme d'accélération, c'est l'accélération de ce changement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester les bras croisés en attendant que ça se passe, au risque de rester sur le bord du chemin. Donc il faut qu'on se pose des questions. Alors nous, on s'est posé des questions. C'est quoi nos nouvelles missions dans ce monde qui change ? C'est quoi nos nouvelles responsabilités ? C'est quoi notre rôle dans la société ? Alors ces questions, là aussi, parce qu'il faut se transformer et innover, nous avons souhaité, au travers d'une démarche inédite, essayer d'y répondre, mais pas tout seul, entre nous. Essayer d'y associer à la fois l'interne, c'est-à-dire tous les collaborateurs du groupe BNP Paribas, mais aussi l'externe, c'est-à-dire les leaders d'opinion, les intellectuels, les associations, les médiateurs auprès de BNP Paribas, donc mon fan club. Donc voilà. Et nous avons souhaité, et on parle de dialogue, confronter nos points de vue dans un dialogue ouvert, libre, afin de construire ensemble, ou en tout cas de donner des premières briques de notre banque de demain, qui est d'ailleurs déjà celle d'aujourd'hui. Donc ce dialogue ouvert en interne et en externe est en soi déjà une transformation, et d'ailleurs une transformation indispensable dans ce début de XXIe siècle. Parce que se transformer d'abord, c'est vraiment se départir de ces vieilles représentations. Se transformer pour se départir de ces vieilles représentations, c'est d'abord apprendre à travailler ensemble et c'est s'ouvrir. Avec Internet, les réseaux sont de plus en plus ouverts. Le monde est de moins en moins pyramidal. C'est-à-dire on est toujours interconnectés, on interagit de plus en plus. Donc l'intelligence, on dit que l'intelligence est devenue collective. L'intelligence est devenue partagée. On parle beaucoup de on a entendu ce matin co-création, co-construction. On est dans ce qu'on appelle l'économie collaborative, où on fait appel autant au talent en interne qu'au talent en externe
pour aller plus loin dans le changement. Donc voilà, pour se transformer d'abord, et c'était ma première partie, il faut entrer dans cette ère collaborative. Se transformer aussi, pour une banque, mais comme pour toutes les entreprises, c'est se poser la question, comprendre les nouvelles attentes de nos clients. On a vu que leur comportement évoluait. Quelles sont les réponses qu'on va leur apporter? Quels sont les nouveaux usages qu'on va leur proposer pour répondre à ces évolutions? Alors, on a parlé d'un individu augmenté. Le discours du conseiller ne peut plus être descendant et unilatéral. Le conseiller de la banque, comme le médecin, n'a plus l'ascendant sur son patient. Le conseiller de la banque n'a plus l'ascendant sur son client. Le client recherche, lui, le client augmenté, qui est informé, est en attente d'une relation équilibrée, une relation gagnant-gagnant, un dialogue ouvert, avec en toile de fond, on en a parlé beaucoup ce matin, un binôme clé qui est le binôme de la confiance et de la transparence. Alors nous avons par exemple, pour renforcer à la fois sur le fond et sur la forme cette notion d'équilibre, développé dans nos agences ce qu'on appelle le côte à côte. C'est-à-dire que nous proposons à nos clients non plus d'être en face de leurs conseillers, mais d'être côte à côte, ensemble, face à un ordinateur. Ils partagent le même écran. Donc là, on voit qu'on est sur vraiment une relation équilibrée, gagnante, où en fait, il y a une complicité qui s'instaure, et c'est cette complicité qui est comme le gage d'une relation réussie. Se transformer, c'est aussi être capable, pour une banque, de se projeter dans des nouveaux modèles économiques. Le XXIe siècle voit apparaître une nouvelle génération de consommateurs, des consommateurs civiques. On voit aussi éclore, et on a vu Jean-Marc Borrello ce matin, on voit éclore une nouvelle génération d'entrepreneurs civiques. Donc une banque responsable ne peut pas rester sourde à cet environnement qui évolue. On voit des nouveaux modèles émerger, on parle beaucoup de crowdfunding, et on a parlé ce matin d'entrepreneuriat social. Donc BNP Paribas a souhaité mieux accompagner, par exemple, l'entrepreneuriat social. Donc là aussi, ça nécessite de se réinventer et de sortir de ces canons et standards habituels. Parce qu'un entrepreneur social, c'est un entrepreneur hybride. Comme un entrepreneur classique, il a envie de créer de la valeur économique, bien sûr, mais il a aussi envie, et parfois plus envie encore, de créer de la valeur sociale. Ça veut dire favoriser l'inclusion, ça veut dire faire en sorte que ses produits et services soient accessibles au plus grand nombre. Donc bien évidemment, la recherche de profit, c'est pas son premier objectif. Donc nous, nos chargés d'affaires, quand ils voient arriver le bilan d'un entrepreneur social, ils vont être surpris par le ratio de rentabilité. Mais ceci étant, si le choix, par choix, l'entrepreneur aura des marges faibles. Donc il faut qu'on puisse se réinventer, et c'est ça aussi, se transformer, qu'on applique de nouvelles grilles de lecture de nos bilans, de manière à pouvoir accompagner ces entrepreneurs sociaux. Mais c'est un fabuleux, donc cette transformation, et parce qu'il faut être optimiste, c'est magnifique, puisque ça permet de transformer le lien de l'entreprise avec la société, mais c'est aussi un formidable levier de motivation et d'adhésion des collaborateurs. On parlait ce matin du sentiment de fierté, de faire quelque chose de bien pour le monde qui nous entoure. Le chargé d'affaires qui accompagne une entreprise sociale, non seulement il faut ce métier normal de soutenir l'économie en faisant du crédit, mais en même temps il a l'impression lui aussi de jouer un rôle dans la société. Et ce qui est très important, on en a parlé beaucoup ce matin, c'est cette création partagée. Enfin, alors parce que je vais pas passer un quart d'heure, je vais garder mes 10 minutes, se transformer, c'est aussi réinventer la relation de l'entreprise avec les collaborateurs. Les collaborateurs sont aussi devenus des individus augmentés. Et donc, ils sont en attente également d'un nouveau type de leadership. Ils veulent un manager beaucoup plus participatif. Ils veulent pouvoir parler, s'exprimer. Ils veulent du dialogue. Donc, les méthodes de management ont beaucoup évolué. Elles continuent à évoluer. Et les nouvelles technologies permettent là aussi encore d'aplatir l'entreprise. Les réseaux sociaux d'entreprise libèrent la parole et en plus, elles permettent de s'exprimer aussi là les talents et du coup d'être beaucoup plus agile et habile dans un monde qui avance très vite. Donc voilà, je voulais en quelques temps, et juste pendant la digestion, donc après je ferai un quiz pour vérifier que vous avez bien écouté, vous essayez de voir, donc vous voyez, on a parlé
partage, on a parlé ouverture, on a parlé équilibre. Et ça va être donc ma conclusion, mais surtout le lien avec la médiation. Parce que vous, mesdames et messieurs les médiateurs, vous êtes la synthèse de toutes les valeurs qu'on vient d'évoquer. Alors, c'est vraiment ça. Alors, je parlerai, vous êtes là pour instaurer un dialogue, une conversation, mais un dialogue et une conversation éthique. Alors, je ne peux que me féliciter de ce qu'a dit ce matin, mais magnifiquement, avec beaucoup moins de talent, M. Badestini. Je vais essayer d'exprimer ce que pour moi est un dialogue éthique, mais vous l'avez dit formidablement. C'est effectivement, vous, alors moi je connais bien la médiation parce que j'ai la chance de côtoyer les deux médiateurs auprès de BNP Paribas, donc ils sont là aujourd'hui, et grâce à eux, j'ai vraiment compris qu'effectivement, c'était quoi instaurer un dialogue éthique. C'est-à-dire que, oui, ok, toi tu peux parler, je laisse la parole à une partie, vous pouvez vous exprimer, mais vous devez aussi être capable d'écouter et d'entendre une parole discordante. C'est ça qui est important. C'est aussi, et c'est pour ça que je parle de transformation, c'est aussi repartir d'une feuille blanche, réinventer la relation pour remettre les gens en équilibre et les deux parties en équilibre. Et puis c'est aussi, la médiatrice auprès de BNP Paribas, Dominique Chevalier, me parle aussi beaucoup de co-responsabilité. D'accord ? Donc beaucoup de notions et qui permettent, et en fait, je me dis que les médiateurs aident les entreprises, et en tout cas les médiateurs auprès de BNP Paribas, aident BNP Paribas à se transformer. Ils les aident à se transformer, mais leur apportent aussi la modernité, parce que la modernité aujourd'hui, c'est bien de se transformer l'un l'autre. Merci. Alors ça, c'est pour une feuille blanche, une feuille vierge dont vous parlez, qui je transmets à Monsieur Lelièvre maintenant avec une feuille qui n'est peut-être pas tout à fait blanche lorsqu'elle arrive au tribunal de commerce, mais que peut-être lui-même va tenter de reclarifier. Merci. Je vais d'abord remercier Madame Planès de m'avoir invité aujourd'hui. C'est rare qu'un président de tribunal de commerce s'intéresse et parle, du moins, devant un tel auditoire. Je me suis demandé d'ailleurs au départ pourquoi. Et j'ai essayé de réfléchir. Je me dis finalement, c'était pas forcément une mauvaise idée, parce que j'avais peut-être deux, trois choses à vous dire. Je reprends la balle sur l'entreprise où tout se passe bien, où tout est merveilleux, où il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de litige, il n'y a pas de difficulté de paiement et tout va bien. Donc moi, je suis pas tout à fait dans cette configuration-là, et je suis plutôt dans une configuration où la loi nous a chargé de deux choses. D'une part, de juger les litiges, et d'autre part, éventuellement, de liquider les entreprises. Et c'est sous ces deux angles-là que nous sommes, en général, connus et reconnus, et je dirais même trop reconnus pour que ce soit vraiment vrai, parce que ce n'est pas vraiment vrai. Bon. Je crois que aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est un problème culturel qui est qu'en France, la culture française en droit, c'est une culture où le juge est là pour appliquer la loi. Nous sommes, on disait à un moment donné, la bouche de la loi. Donc on est là pour l'appliquer. Et on applique la loi en cause. Alors je sais qu'elle est de plus en plus compliquée, qu'elle est de plus en plus difficile, mais nous sommes là pour l'appliquer. Et on se rend compte quand même qu'en faisant ce métier, cette fonction, parce que je rappelle que nous sommes des juges, j'ai entendu parler du bénévolat ce matin, disons que le bénévolat, c'était pas quelque chose tout à fait, on comprenait pas pourquoi. Nous sommes des juges bénévoles, et je suis au tribunal de commerce de Nanterre depuis 17 ans, et nous sommes 64, nous sommes tous bénévoles, et nous travaillons du lundi au vendredi, pour la plupart d'entre nous, bénévolement. Et nous sommes en plus, deuxième difficulté, nous sommes élus. Nous ne sommes pas nommés ni désignés, nous sommes des élus et élus par les commerçants et par les industriels. Donc vous voyez que au départ déjà on traîne un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément admises ou comprises du moins par la plupart des usagers. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai appris aussi assez rapidement, parce que je crois qu'on ne peut pas faire ce métier-là sans y réfléchir, que juger c'est douter. Alors juger c'est douter. C'est pas une réflexion de moi, c'est une réflexion du président Drey, ancien président de la Cour de cassation, et qu'à partir du moment où on se dit que juger, c'est douter, là, je commence à me rapprocher de vous, en disant que si on doute, c'est qu'on n'est pas sûr. Et si on n'est pas sûr, c'est que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais que tout est souvent gris. Et le problème est de savoir si c'est plutôt du gris clair ou du gris foncé. Et dès qu'on rentre dans cette difficulté-là, on rentre dans un autre monde. Et là, dans un monde dans lequel beaucoup de choses nous rapprochent.
Si je reprends le terme de régler les litiges, on va régler les litiges. On va dire oui, il a raison, elle a tort, ou le contraire. Mais on va trancher le litige. Et en tranchant le litige, on règle le problème qui nous est posé, certes, mais on en pose beaucoup d'autres derrière. Et notamment un très simple, c'est que des gens qui ont mis des années à développer des relations commerciales avec des clients, eh bien, ces gens-là qui ont pendant des années fait du boulot, et Dieu sait si c'est difficile, eh bien, vont à la suite d'un procès rompre et arriver à une rupture de sa relation commerciale. Donc, on se dit finalement quand même qu'on a tranché, oui, on a réglé un problème, oui, mais on n'a pas réglé tous les problèmes, on en a ouvert d'autres, et qui est celui notamment de cette rupture non voulue, le plus souvent, et qui s'impose, et qui pose d'autres problèmes autour de lui. Donc, vous voyez, sur ce thème de juger les litiges, de les trancher, oui, c'est vrai qu'on a peut-être une réflexion à mener quand on dit que juger, c'est douter. Deuxièmement, évidemment, sur la loi, enfin sur les lois sur les difficultés d'entreprise, là, on est amené à liquider l'entreprise. Alors, liquider une entreprise, ça veut dire qu'elle est fermée. Ça veut dire qu'en réalité, par derrière, il va y avoir un certain nombre de difficultés et un certain nombre de problèmes qui vont se poser avant, pendant et après. Et donc là, est-ce qu'on doit nécessairement, à chaque fois qu'une entreprise a des difficultés, la liquider ? C'est ce que le commun des mortels pense, et je connaissais pas, du moins, de gens qui venaient chez nous au tribunal en disant chouette, ça va régler mes problèmes. Je voyais plutôt des gens qui disaient on rentre chez Borgnole, et puis on rentre droit sur nos pieds et on va ressortir les deux pieds devant. Bon. Et donc cette image-là, elle demeure. Mais il y a quand même tout un champ qui est antérieur à cette décision qu'il faut explorer. Et c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où on dit « juger, c'est douter », et que finalement, beaucoup de choses peuvent nous rapprocher, qu'on peut changer de culture et prendre une culture différente. Et les pouvoirs publics nous ont aidés à faire cette démarche, ou du moins à l'initier. D'abord, même le Code de procédure civile, on dit le juge est là pour trancher les litiges, c'est l'article 12, on oublie l'article qui est un peu après, l'article 21, qui est que le juge est là aussi pour concilier les parties. On l'avait un peu oublié. Bon. Eh bien, dans cette réflexion actuelle, les pouvoirs publics nous ont redonné un certain nombre de pouvoirs en matière d'activités tant litigieuses que de difficultés. Les pouvoirs, c'est quoi ? Le pouvoir, c'est, en matière de litige, d'apaiser les parties. Et le pouvoir en matière de difficultés d'entreprise, c'est quoi ? C'est d'anticiper les difficultés. Donc c'est deux nouveautés qu'on est en train d'apprendre à vivre et en train de faire essayer de communiquer d'abord à nos juges et puis ensuite progressivement aux justiciables. Alors, c'est facile de dire anticiper, c'est facile de dire apaiser, mais bon, ce sont des déclarations de bonnes intentions faites après un bon déjeuner pour essayer de dire que finalement, ils ne sont pas si mauvais que ça. Le problème, c'est de savoir comment on peut mettre ça en œuvre. Et c'est là où on commence, évidemment, à rentrer dans un autre chose, c'est la mise en œuvre. Alors, je crois que sur la mise en œuvre, si on prend rapidement les deux secteurs, c'est-à-dire le secteur notamment des litiges, des litiges commerciaux, là, la loi nous demande maintenant de réfléchir à des solutions qui ne sont pas forcément judiciaires, de trancher les litiges. On a la possibilité aujourd'hui, d'après les textes, d'envoyer en conciliation ou en médiation un certain nombre de dossiers dans lesquels on estime que les parties doivent se retrouver et se faire une médiation entre elles. Ça, c'est les textes nous l'autorisent. Mais vous savez, en France, les textes ne sont jamais très simples. Nous sommes en médiation, nous sommes en médiation judiciaire. C'est-à-dire que, rappelons-nous quand même que là, on n'est pas en conventionnel. Il y a une partie qui a assigné l'autre, qui a un avocat. Et si elle a un avocat qu'elle a assigné, c'est que pour elle a raison. Bon. Alors, aller dire à cette partie qu'elle a raison, mais que finalement elle peut peut-être tort et qu'il faut faire autre chose, c'est mentalement compliqué. Donc on a la possibilité aujourd'hui, même en judiciaire, d'aller vers une médiation. Alors comme rien n'est simple en commercial, eh bien on a deux possibilités pour ce qui nous concerne. Il y a une voie, la médiation traditionnelle que vous connaissez et que nous appliquons et que nous utilisons et qui fonctionne. Dans 50% des cas, les dossiers que nous envoyons en médiation ressortent, comme on dit chez nous, par le haut, c'est-à-dire qu'ils sont réglés sans avoir besoin d'aller voir trancher leur litige. Et à côté de la médiation, on a une voie parallèle qui est la conciliation. La loi nous permet d'agréer des conciliateurs de justice qui sont en général d'anciens juges
et qui font le même métier de conciliation, qui est exactement dans les objectifs et dans la façon de faire, pareil que la médiation. C'est les mêmes formations et c'est la même chose. La seule différence, c'est que le conciliateur, il y a deux différences. Le conciliateur de justice est agréé par la cour d'appel du tribunal, et deuxièmement, c'est une activité gratuite, alors que la médiation, on l'a vu ce matin, est une médiation payante. Il n'empêche quand même que globalement chez nous, il y a autant de médiation que de conciliation, si ce n'est peut-être un peu plus de conciliation, tout dépend de la nature des problèmes. Mais vous voyez que là-dedans, on est rentré dans cette voie en termes de litiges commerciaux. Et puis, dans le même temps, sur les entreprises en difficulté, je suis toujours un peu frappé de voir comment à l'extérieur on explique la situation. Aujourd'hui, on dit, et on entend dire, on écoute, à chaque fois je menace de casser mon poste de télévision, de jeter mon journal, qu'en réalité les liquidations sont en grande progression. Bon. Je voudrais mettre là-dessus, faire très attention aux chiffres. Parce que c'est vrai qu'on a aujourd'hui 62 000 liquidations, il y en avait 60 000 ou 61 000 l'an dernier, 63 000 il y a 2 ans. Enfin bon, on est globalement à 0,5% près le même nombre. Donc il n'y a pas d'augmentation en termes de nombre. Et en plus de ça, il y a un autre facteur que je veux que vous sachiez, que vous savez, c'est que la plus grande majorité de ces liquidations concernent des sociétés d'auto-entrepreneurs. On a beaucoup développé l'auto-entreprise, zéro salarié ou un salarié, et c'est là-dedans que se situe le maximum des liquidations. Donc faisons très attention. En gros, les liquidations qui concernent plus de 300 salariés, il y en a à peu près 60 par an, dont d'ailleurs plus d'une quinzaine à Nanterre. Donc attention à ce qu'on dit. Je ne dis pas que tout est réglé, mais je dis simplement faisons attention aux chiffres. Et là, moi, je reviens à et deuxièmement, les liquidations. Attention aussi à quelque chose en termes de salariés, c'est qu'il y a des plans de cession, et que les plans de cession, eh bien, ils sont vus par les juges aujourd'hui de telle façon qu'on cède à des gens qui reprennent du personnel. Donc, ne nous focalisons pas sur le nombre de liquidations pour juger la situation. Moi, pour juger la situation, que je ne trouve pas pour autant meilleure, que je trouve même extrêmement grave aujourd'hui, c'est que nous avons développé, grâce à l'anticipation, des procédures qu'on appelle amiables chez nous, mais qui finalement relèvent quelque part quand même d'une certaine façon de médiation, de médier les opérations, de médier les entreprises dans ce domaine-là. Et là-dedans, nous avons évidemment, c'est là où nous avons l'essentiel des salariés. Par exemple, chez nous, on a aujourd'hui à peu près 800 dans l'année, 800 liquidations, et qui concernent 1600 personnes. Mais nous avons aujourd'hui 150 médiations et mandats ad hoc, enfin conciliation et mandat ad hoc, entreprises en difficulté, et là ça concerne 49 000 personnes. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est rentré là aussi, en termes d'anticipation des difficultés, dans une autre façon de traiter les choses, et dans une façon qui est plus proche de ce que vous appelez, vous, médiation, et que nous appelons, nous, en matière de difficultés d'entreprise, que nous appelons, nous, plutôt mandat ad hoc ou conciliation. Mais l'esprit est le même. Donc vous voyez bien qu'en réalité, à partir du début où on était extrêmement loin les uns des autres, de la part de la culture, nous sommes progressivement rentrés dans ces deux grands débats, dans une autre logique, qui est plutôt une logique de médiation et de conciliation, et dans certains cas proche de la vôtre, puisque je rappelle que c'est la médiation des litiges commerciaux. Nous utilisons les médiateurs que vous êtes, agréés du moins ayant subi les formations nécessaires, et nous utilisons bien entendu ce genre d'activité, parce que nous estimons que c'est utile. Et une fois de plus, 50% des dossiers que nous amenons en médiation et en conciliation sont réglés par le haut. Donc voilà, pour terminer, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où on essaie de déconflictualiser les choses. Et je trouve que c'est une très bonne évolution. Et que si on arrive à se parler différemment que devant quelqu'un qui va vous trancher le litige ou qui va vous liquider, on aura fait déjà un grand point. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut maintenant qu'on continue notre chemin, que notre chemin, on en est à tous ses débuts. Ce que je vous indique là, ce sont des initiatives personnelles ou des initiatives de tel ou tel tribunal. Ce n'est pas encore de façon généralisée en France, pas suffisamment. Je pense qu'il faut qu'au niveau national, les tribunaux de commerce commencent à comprendre que c'est une activité fondamentale, et qu'il faut aller dans ce sens-là. Et je voudrais donner un dernier exemple avant d'arrêter, c'est que il y a un domaine dans lequel je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse les uns et les autres, qui est le domaine du droit social et du droit des entreprises en difficulté. Il est étonnant de noter qu'en France, le droit des entreprises en difficulté s'est développé sans jamais avoir de rapport, direct ou indirect,
avec le droit social. Et je pense qu'aujourd'hui, où on est dans une période où on développe profondément tout ce qui est activité, je dirais, d'anticipation de difficultés, il est essentiel, à mon avis, de faire en sorte que droit social et droit des entreprises en difficulté apprennent à se coordonner, apprennent à travailler ensemble et apprennent à trouver des solutions pour permettre une bonne expertise des problèmes en cause et des bonnes solutions. Et si on a une bonne expertise, si on a de la bonne volonté, la bonne solution, elle arrivera. Et c'est peut-être le moment, dans ce domaine-là, où on est dans une période extrêmement difficile, où les sociétés françaises sont en très grande difficulté. Je crois qu'essayer de trouver les moyens de réunir droit social et droit des entreprises en difficulté, ce serait faire un bond essentiel pour moi dans le domaine de la médiation, dans le domaine de la justice et dans le domaine de l'équité. Merci. Bien, merci Monsieur Lelièvre qui abordait une question intéressante dans le fait que juger, c'est également douter, et merci de me faire partager justement cette difficulté que connaît aussi le magistrat, à la fois tant juridiquement que judiciairement et que parfois moralement, parce qu'on utilise parfois des mots qui sont terribles, comme liquider, et on sait que derrière la liquidation, on entraîne bien sûr d'autres conséquences que celles pures de l'entreprise. En même temps, on parlait d'ouverture avec Madame Leroy, et Monsieur Lelièvre nous conte une histoire qui est quasiment révolutionnaire, et nous appelons aussi de tous nos vœux le fait que les différentes chambres des juridictions, que ce soit au niveau des premières instances comme des cours d'appel, puissent se concerter et que les droits aussi puissent s'entrecroiser de façon à avoir une vue beaucoup plus globale du devenir justement de l'entreprise et des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Alors, juste une question, Monsieur Lelièvre, comment imagineriez-vous pouvoir développer la médiation dans le cadre judiciaire ? Je crois que ça se développe elle-même pour l'instant de façon satisfaisante, c'est-à-dire que la question, je vais la poser différemment. On a deux options. Ou bien on considère que la médiation est un vecteur dans lequel il faut aller, une voie dans laquelle il faut aller le plus vite possible. Et qu'en France, la culture, quand on la change, c'est très long. Donc si on veut aller vite, il faut la rendre obligatoire. Bon. Donc ça, c'est une des voies possibles et qui est d'ailleurs prise aujourd'hui par certains tribunaux ou de certaines réflexions de certains tribunaux. Moi, je pense que là-dessus, c'est pas ma position, mon positionnement. Je trouve que la médiation, d'abord nous la déléguons, c'est-à-dire que nous la faisons pas nous-mêmes juges. On délègue soit un médiateur, soit un conciliateur, mais nous ne la pratiquons pas nous-mêmes. Les juges chez nous apprennent ce que c'est que la médiation et la conciliation pour détecter les affaires qui peuvent faire l'objet d'une médiation, d'une conciliation, mais nous ne la faisons pas nous-mêmes parce que nous estimons que chacun doit avoir ses prérogatives, son métier et ses activités, et que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc le premier point, nous la déléguons. Le deuxième point, c'est que nous considérons que c'est un service que l'on rend au justiciable, que c'est à lui de se rendre compte si vraiment il est prêt, parce qu'on est en judiciaire, on n'est pas en conventionnel, s'il est prêt à se rapprocher, il nous faut tout pour essayer de lui dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais nous ne la rendons pas obligatoire. Peut-être que nous évoluerons dans les mois à venir, aux années à venir, mais en tout cas pour moi aujourd'hui et pour le tribunal que je préside, on pense que c'est pas la meilleure solution pour arriver le plus vite. Notre objectif à nous, c'est d'arriver le plus rapidement possible. Quel est le chemin ? Le chemin droit, c'est pas forcément le plus court. Et qu'on considère justement que la culture, il faut d'abord que les juges eux-mêmes soient convaincus, et que s'ils sont bien convaincus, ils convaincront encore plus rapidement les uns les autres. Et finalement, vous savez, on a nous, chez nous, une cellule de médiation-conciliation, on a une permanence tous les matins, c'est ouvert à tous les justiciables, et on voit progressivement un certain nombre de juges chez moi qui s'ouvrent à la médiation, un certain nombre de justiciables qui viennent de plus en plus régulièrement. C'est un effort permanent, parce que changer de culture, vous savez, c'est pas facile, hein. Mais ça vient. Donc moi, je suis très serein. Je pense qu'il faut en avoir la volonté, la détermination, l'enthousiasme, y croire. Je crois, enthousiasme, détermination, et j'y crois. Donc je pense qu'on peut essayer là-dedans de faire évoluer les choses, et que cette passion-là, on doit pouvoir la passer sans la rendre obligatoire. Parce que ce qui est obligatoire dans ce domaine-là, finalement, c'est une satisfaction immédiate. Mais par derrière, c'est pas forcément la meilleure solution. Bon, mais on vous fait confiance. Donc,
En termes de détermination et d'énergie, nous allons prendre exemple sur vous. Et je pense que ce que vous venez de dire va sûrement susciter des questions après dans la salle. Je ferai peut-être une distinction entre l'obligation à la médiation et l'obligation à l'information à la médiation. Mais on aura sûrement l'occasion d'en débattre dans la salle. Et pour passer directement la parole à Madame Kornilov, qui va nous conter une histoire à petits pas, mais qui porte ses fruits aujourd'hui et dans le futur. Merci donc de donner l'occasion à une ONG d'intervenir sur ce sujet de la médiation. Alors, on vous a parlé de changement, déjà longuement. Évidemment, de notre point de vue, le principal changement dans le monde aujourd'hui, c'est l'impact de l'homme sur la planète Terre. Vous connaissez un peu notre ONG, WWF. Cela représente aujourd'hui une ONG importante. Nous sommes présents dans plus de 100 pays, 6000 personnes, collaborateurs. Et tous ensemble, nous sommes vraiment intimement convaincus qu'il faut agir. Et qu'il faut agir pour, finalement, les parties prenantes muettes. Alors, quelles sont les parties prenantes muettes ? Là, je reprends le vocabulaire bien connu en termes de RSE, puisque avant de rejoindre moi-même WWF, j'ai exercé au sein d'entreprises en tant que directeur développement durable. Et c'est vraiment par conviction que j'ai fait ce choix de rejoindre une ONG. Et donc les parties prenantes muettes, là ça évoque les connaissances, donc ce sont les générations futures. Encore une fois, la Terre ne nous appartient pas, elle nous est prêtée, nous devons la rendre aux générations futures et elles ne sont pas là pour s'exprimer et pour défendre leurs droits. Et puis évidemment, les espèces, l'environnement qui a du mal à s'exprimer. Et on a parlé de conflits, la volonté de plus en plus d'arriver à trouver des solutions. Mais là, on est bien dans des rapports entre finalement deux individus qui peuvent bien défendre leurs droits. La difficulté, c'est qu'effectivement, les espèces, la planète Terre, l'océan, le panda, les poissons qui peuplent nos océans, eh bien, sont un peu démunis pour participer à des débats, être représentés et pouvoir dialoguer de façon constructive. Et donc nous, modeste ONG, qui n'existons évidemment que parce que vous êtes vous-même des bénévoles, des donateurs inscrits, des soutiens, sinon l'ONG n'existe pas, eh bien nous sommes là pour représenter cette partie prenante muette et essayer de dialoguer avec, effectivement, le monde économique, les entreprises, les gouvernants, les particuliers aussi, donc de façon très large, les autres parties prenantes. Et alors, pour avancer, là, il y a deux postures très différentes qui peuvent être prises. Donc, les ONG décident d'adopter l'une ou l'autre des postures. La première des postures, ça peut être d'être dans le conflit pur et dur. Donc là, vous vous opposez, vous cherchez absolument à médiatiser vos conflits, et vous vous dites, la seule façon de défendre ces parties prenantes muettes, c'est d'être dans le conflit. Alors là, effectivement, une ONG qui choisit cette posture a peu de raison d'être aujourd'hui parmi vous pour parler de médiation. La posture de WWF, vous la connaissez peut-être, mais notre conviction, c'est que, certes, dans certains cas, le conflit est la seule solution. Et il faut défendre des positions, ne pas négocier et être intraitable, notamment sur la préservation de certaines aires marines, de certains territoires. Et là, il ne peut pas y avoir de médiation, de négociation. Mais en revanche, dans beaucoup d'autres cas, notre conviction, c'est qu'on doit pouvoir échanger, dialoguer, trouver des accords avec les entreprises, les particuliers, les riverains, le monde économique. Et donc, dans notre ADN, nous voulons être dans une posture de dialogue et de médiation. Et c'est ce qui nous permet de faire avancer les sujets. Alors, je vais prendre quelques exemples, peut-être, parce que ce sera plus parlant que ces grandes théories, mais quelques exemples très concrets. Nous sommes, par exemple, très favorables aux énergies renouvelables. C'est normal. Nous pensons que c'est une des solutions de demain. Puisqu'encore une fois, défendre l'environnement, ça n'est pas revenir tous dans une caverne, arrêter de consommer. Non, mais c'est consommer autrement, trouver des solutions, innover, faire en sorte que la planète corresponde finalement à notre développement. Mais il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, les énergies renouvelables,
eh bien, vous avez, je vais prendre un de nos partenaires peu connu, Boralex, mais qui assure la promotion, par exemple, de parcs éoliens. Pour installer un parc éolien, très souvent, les riverains s'opposent, des conflits apparaissent localement, beaucoup d'incompréhension, de réticences peuvent apparaître. Et néanmoins, nous pensons que c'est une des solutions de demain. Et en revanche, nous sommes très vigilants sur la préservation de la biodiversité, comment faire en sorte que tout cela soit respecté. Et à ce moment-là, une ONG comme WWF, vous voyez, peut intervenir, peut aider à déboucler des solutions, peut aider à trouver finalement comment avancer. Voilà un exemple. Autre exemple, les villes durables. C'est un enjeu pour nous tous. Nous allons être plus des 2/3 de l'humanité va habiter demain dans une ville. Ça nous amène à repenser là aussi complètement la ville de demain. Comment doit fonctionner la ville de demain? Comment s'organiser? Comment faire en sorte que la biodiversité soit compatible avec les villes de demain? Quand on parle de mobilité douce, comment va-t-on faire collectivement, tous ensemble, quand on voit la vitesse de développement des villes en Chine, quelles solutions allons-nous trouver pour nous alimenter et que tout ça, encore une fois, soit compatible avec la Terre, puisque nous n'en avons qu'une. Donc ça, c'est une donnée de base. Et encore une fois, là, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais vraiment, nous consommons plus qu'une Terre. Certains considèrent qu'on est à 1,5 terre. Les réserves, quand on voit les réserves de la pêche, il y a vraiment des chiffres assez alarmants. Mais voilà. Pour la ville durable, il faut trouver des solutions. Prenons la mobilité douce. Vous savez tous que quand on essaye d'implanter la possibilité pour des vélos de circuler, eh bien évidemment, d'autres sont en opposition. Les conducteurs que nous pouvons tous être ne sont pas d'accord. Et il faut trouver là aussi des compromis. Une ONG peut servir à déboucler des situations. C'est la même chose pour la préservation des espèces. Beaucoup d'exemples nous permettent d'être dans cette logique de médiation qui nous paraît être la meilleure. Et je voudrais aussi ajouter un dernier mot aussi. Quand on parle de dialogue, de médiation, la spécificité aussi de l'environnement, c'est que le local est très important. Et qu'en fait, les espèces, l'environnement, cela correspond à une réalité locale. Et donc, les règles ne sont pas toujours universelles et qu'il faut évidemment avoir une connaissance locale pour pouvoir trouver des solutions duplicables dans chacun des domaines. Voilà, quelques mots sur un vrai enjeu de médiation assez différent, mais très complémentaire sur la planète Terre. Merci. Eh bien, merci pour cet exposé tranquille, qui est une révolution en marche, mais en douceur et en tranquillité, et avec lequel moi je vois quand même un lien avec ce qui a été dit déjà ce matin, notamment, et puisqu'on travaille pour le futur essentiellement, comme on le fait aussi avec ces jeunes personnes, ces jeunes médiateurs à l'école. Alors, est-ce que justement, vous verriez un développement possible de la médiation, ou comment vous la verriez se développer localement, dans l'idée de Small is Beautiful? Comment vous le... C'est-à-dire le développer localement. Beaucoup d'actions sont vraiment locales, encore une fois, puisque les solutions... Alors évidemment, nous pensons qu'il faut absolument revaloriser les boucles locales. On parle beaucoup d'économie circulaire, de recyclage, de boucles locales. C'est absolument un élément clé de la solution. Donc on doit aujourd'hui essayer au maximum de trouver des solutions au niveau local. Et donc trouver des solutions au niveau local, c'est bien s'entendre avec ceux qui sont sur place, échanger, dialoguer. Et donc effectivement, là on est dans une logique de dialogue qui doit se développer sur place, mais qui ne peut se faire, par exemple, dans le cadre d'une ONG, que parce qu'il existe des relais. Et des relais forts localement. Donc il faut que chacun d'entre nous soyons un relais sur place pour que la médiation existe. Voilà. Donc c'est ce que je voulais entendre dire, en fait, c'est que la parole circule et le dialogue aussi s'installe, parce que la parole a de quoi être portée, et elle a surtout sur qui se porter, et donc ces relais sont particulièrement importants. Voilà. Et je pense que M. Berducou,
qui nous parlera peut-être de relais, mais de relais différents, va nous apporter une vision sans doute très personnelle, mais aussi novatrice dans l'image que l'on peut avoir du dialogue et de la médiation comme outil de dialogue. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité aujourd'hui à prendre la parole. Alors, je vais rapidement... en fait, c'est complexe parce que quand on arrive le matin, on a envie de dire plein de choses par rapport à ce qui a été dit. Donc, j'ai rajouté des choses. Madame Baudelaire m'avait bien dit de tenir 10 minutes, donc je vais faire mon maximum. J'aurais d'abord en introduction juste deux petits mots pour dire comment nous on entend la RSE à la CFDT et par rebond réagir à la très bonne exposé de fin de matinée pour dire que nous sur la définition de 2001 du livret vert on s'y reconnaît pas du tout. Dépasser la RSE comme le supplément d'âme au respect de la loi, je vous mets au défi de trouver une entreprise qui respecte parfaitement toute la loi. Donc ça veut dire qu'on ferait pas grand-chose finalement. En tout cas, heureusement qu'elle a été revue en 2011 et qu'aujourd'hui on entend ça plus comme quelque chose qui est la prise en charge par l'organisation, si on veut aller au-delà de l'entreprise, des conséquences de son activité. Alors, il y a des conséquences positives sur lesquelles il n'y a pas forcément besoin de prise en charge, quoique parfois il faut aussi quand même interroger des parties prenantes quand même. Mais surtout, et c'est là qu'on entend le dialogue derrière, la prise en charge des conséquences négatives de ces actes. C'est-à-dire se poser la question de ce qu'elles sont, de ce que sont ces externalités négatives ou ces conséquences négatives, et soit les minimiser, soit les compenser, tout au moins discuter pour voir à quel point elles attaquent les intérêts d'autres. Et c'est comme ça que nous on l'entend, c'est pour ça que finalement le dialogue est consubstantiel à la RSE, parce que si tout seul on se pose la question des conséquences de ce qu'on fait, on risque de passer à côté de bon nombre de choses. En revanche, si on parle avec ceux qu'on impacte, les salariés, les représentants de l'environnement, des représentants d'associations de riverains et autres, eh bien là on pourra peut-être un peu plus globalement les conséquences de ce qu'on fait, on les prend de façon beaucoup plus globale et plus exhaustive. Donc voilà pourquoi, de notre point de vue, le dialogue est forcément consubstantiel à la RSE. Et ça interroge forcément finalement le mode de gouvernance de l'organisation, puisque si de facto on intègre dans nos procédures de décision les conséquences de ce qu'on fait, eh ben on change le mode de prise de décision de la stratégie, et donc on change on change complètement la façon dont on va prendre les décisions dans l'organisation. Alors là, vous allez dire, enfin quelque part, il y a un risque de finalement ce que le syndicalisme français n'aime pas du tout, hein, de co-construction finalement, parce que si on interroge ces parties prenantes et qu'on construit avec elles, il y a une co-responsabilité qui est derrière. Alors là, je laisserai au débat futur le soin de poser les termes de ce débat-là. En tout cas, pour ma part, et de façon assez personnelle, mais on sent que ça change dans le syndicalisme et ça change très nettement aussi à la CFDT. Il y a une vraie question qui se pose de co-construction et de co-responsabilité finalement à la fin, sans répondre à la question. Dans l'entreprise, pour terminer sur cette petite intro sur la RSE, dans l'entreprise, ce qu'on constate, c'est que globalement, la prise en charge de la RSE reste encore relativement, alors c'est une vision générale, hein, au cas par cas, il y a sans doute beaucoup d'autres choses à dire, mais relativement, je dirais, un peu, c'est des métapolitiques, hein, au-dessus mais c'est rare de trouver dans les mises en œuvre de décisions managériales de vrais processus où la RSE est intégrée. J'en veux juste pour preuve, quand vous regardez le dialogue social à la française, combien dans grandes entreprises négocient des accords localement sur les établissements? Ça n'existe quasiment plus. Le dialogue social se situe au niveau corporate, dans les groupes. Il est de plus en plus rare de trouver du dialogue social qui prenne vraiment ses racines et son essence dans le local. Vous l'évoquiez tout à l'heure sur l'environnement, mais c'est très vrai dans le social aussi. L'organisation sociale d'un établissement, d'une grande entreprise, n'est pas la même chose dans un établissement français, dans un établissement néerlandais et dans un établissement chinois a fortiori. Et donc, il faut forcément de facto se poser la question de comment localement ça se passe. Et donc redonner aussi, ça pose la question, et c'est là qu'on peut mettre des réserves, de la capacité des managers localement à agir sur la stratégie et sur à vraiment être une capacité décisionnelle localement. Ce qui, après pose la question de l'organisation du travail et des modes d'organisation du travail dans l'entreprise. Mais voilà, c'est que souvent on va vouloir redonner du sens au territoire et au terrain et au local, mais si on ne donne pas la latitude de décision aux managers localement, on n'a pas fait tout le chemin pour arriver à faire de la RSE un vrai mode de management localement dans l'entreprise finalement. Bon, passer cette introduction que j'avais pas prévue, il me reste plus tant de temps, mais bon. J'avais essayé de tracer quelques lignes de similitude entre dialogue social et
et médiation. Et le premier, bien sûr, qui m'est venu, je l'ai évoqué en introduction, c'est le dialogue. Alors quand on dit dialogue et qu'on parle de CFDT, je ne vais pas faire l'historique, mais on est dans un mode de syndicalisme qui a dans ses gènes le dialogue. Je vous renvoie aux années 70, où par opposition à un syndicalisme un petit peu corpo ou un syndicalisme, je dirais, je perds le terme, mais productiviste, quoi, en fait. Finalement, on avait le syndicalisme un petit peu décalé CFDT, alors CFTC, CFDT, une mutation en 64, déconfessionnalisation de la CFTC en CFDT, mais un syndicalisme qui se voulait plus dans un mode opératoire de recherche de compromis, de dialogue, et de pas jeter le bébé avec l'eau du bain, tout simplement. L'exemple étant sur l'émergence du nucléaire dans notre pays, où la CFDT disait attention, tout nucléaire, est-ce que c'est le bon chemin? Et on avait fait des débats régionaux à l'époque sur ces sujets-là. Bon, donc voilà, je dirais que c'est relativement dans les gènes de notre organisation de poser le dialogue en préliminaire. Le dialogue partie prenante, ça suppose des préalables importants. En tout cas, nous, tel qu'on voit la RSE dans l'entreprise, dialogue social, dialogue partie prenante, parce que il est nécessaire d'interroger la plupart de ces parties prenantes ou la totalité. Ça pose des questions importantes sur la cartographie des parties prenantes. Comment une entreprise cartographie ses parties prenantes? C'est pas simple. J'ai pas la réponse à la question. Ça pose la question de la légitimité des acteurs, de la représentativité des acteurs. Donc ça, c'est des sujets qui sont encore aujourd'hui à creuser et à faire avancer. Et ça demande aussi une maturation de chacun des acteurs. Pour notre part également, dans le monde syndical, c'est pas encore des sujets qui sont encore complètement aboutis. Certains pensent qu'il faut une représentativité de tous les acteurs, d'autres pas. Je laisse au débat ce point-là. Mais attention à pas institutionnaliser trop le dialogue. Pour preuve, si certains d'entre vous ont pratiqué le dialogue social dans les entreprises de ce pays, combien l'esprit des lois Auroux a été finalement dévoyé. Aujourd'hui, on a du dialogue social, franchement, qui fonctionne pas bien du tout dans notre pays. Parce qu'il a justement été très institutionnalisé et qu'il répond avant tout à des jeux de posture et pas du tout à des réalités, ce que vous évoquiez, monsieur, à des réalités pragmatiques de terrain, à la logique d'anticipation, à voir l'avenir. Est-ce qu'il ne serait pas légitime de poser dans le débat du dialogue social qu'est-ce que sera le demain de l'entreprise? Et ça, nous, on pense que oui. La réponse a été donnée notamment à l'accord national interprofessionnel de janvier de cette année, mais d'essayer de voir avec ses partenaires, alors partenaires sociaux entre autres, mais ses syndicats, qu'est-ce que sera le coup d'après et qu'est-ce que c'est que l'avenir de cette entreprise et comment on le construit avec eux, et pas se poser juste sur ces modèles très institutionnels finalement qui donnent très très peu de résultats, alors qu'on pourrait en attendre beaucoup plus de notre point de vue. Un autre point qui me semble être une similitude dans RSE et dialogue social et médiation, c'est la recherche d'un compromis par opposition. En tout cas, moi, je le positionne comme ça au consensus. Consensus, c'est bien gentil, mais c'est un mot que je bannis, d'autant plus depuis. Alors, Monsieur Doussin-Plec, je travaille avec mon responsable Patrick Piron à la présidence de la plateforme nationale d'action globale sur la RSE, où on se rend bien compte que le consensus, quand on a des acteurs aussi divers, c'est quand même un doux rêve à certains instants. Il vaut mieux rechercher le compromis et donc chercher où est le chemin où chacun fera un certain nombre de concessions pour arriver à une satisfaction globale des acteurs. Alors ça veut dire aussi qu'il faut des personnes qui sont volontaires pour aller vers ce compromis. Donc il y a deux types d'acteurs. Il y a l'acteur qui a envie de faire du dialogue et puis il y a celui qui veut pas. Alors avec celui-là, faut le laisser de côté. Vous connaissez sans doute beaucoup mieux que cela que moi dans la médiation, puisque si on n'a pas des personnes qui ont envie d'aller vers une médiation, on ne fait pas de médiation. Dans le dialogue sur la RSE, c'est un peu le même point de vue. D'autres similitudes, c'est la démarche et les compétences attendues. De notre point de vue, il y a une situation, on part d'une situation figée à une situation en mouvement avec des perspectives, en fait. C'est assez semblable à ce qu'on vit, nous, dans le dialogue social. Il y a un besoin d'écoute, de reformulation. Tout ça, c'est des similitudes qu'on retrouve. Il y a aussi une similitude je vais vous l'évoquer, c'est désamorcer les conflits. Dans le dialogue social, malheureusement, on est trop souvent dans cette posture-là. Alors qu'on l'évoquait juste auparavant, il faudrait être justement dans l'anticipation de notre point de vue. Mais ça, c'est finalement quelque chose qu'on vit au quotidien. On a dans le dialogue social une obligation aussi de désamorcer un certain nombre de conflits. Et un point de divergence de mon point de vue, pour terminer ce premier temps, entre dialogue social et médiation, c'est le temps. Vous avez dans le dialogue social normalement et dans le social porté autour de la RSE une obligation de se projeter dans un temps long
et donc de pas seulement poser à un instant T les enjeux, mais de les faire vivre au quotidien, alors que dans la médiation, normalement, elle intervient à un instant donné. Donc c'est à mon avis, c'est le point que moi j'avais vu qui était un peu différent, alors que pour les autres points et la posture, je trouvais énormément de similitudes. Dans un deuxième temps, moi, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est le cadre du recours à la médiation dans le cadre de l'entreprise. C'est vrai que dans le monde du syndicalisme, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel. Pour autant, chez nous, c'est quelque chose qui est abordé de façon assez facile et assez simple, avec un seul garde-fou de notre point de vue, c'est qu'il faut le plus simple étant de l'évoquer en amont, c'est-à-dire soit dans le cadre du dialogue social, évoquer quand est-ce qu'on va avoir besoin de médiation, parce que le dialogue social fait pas tout, que les conflits interpersonnels sont pas forcément, on ne peut pas toujours les résoudre par le dialogue et par le dialogue social, et donc poser dans un accord ou poser avec les partenaires sociaux de l'entreprise le recours à la médiation, ça nous paraît être le mode opératoire le plus juste. J'en veux pour exemple un de vos membres, qui est un ancien de notre confédération avec qui je parlais il y a peu, qui lui n'intervient dans les entreprises qu'avec l'aval de toutes les parties prenantes, partenaires sociaux compris, de l'entreprise, pour garantir une effectivité de la réussite de sa médiation. Voilà, rapidement brossé. Après, ça, je sais pas où j'en suis. Je suis au carton jaune peut-être déjà. Donc, en rugby, c'est 10 minutes dehors. Donc, moi, j'ai les couleurs bleues, ciel et blanc d'un autre club de top 14. Je ferai référence à mon ami. Donc, pour terminer, en fait, je voulais juste revenir sur un point qui me semble fondamental, c'est que si ce recours à médiation dans l'entreprise intervient, de mon point de vue, il faut que dans le dialogue social ou les IRP, il y ait aussi une capacité à faire un retour d'expérience. Est-ce que ça marche ? Est-ce que il y a un suivi de l'intervention de la médiation dans l'entreprise ? Parce que si on veut que ça perdure et que la confiance soit là, il faut que tout le monde voit les réussites de ce type d'opération. Alors ça, je ne sais pas si c'est pratiqué, mais de mon point de vue, c'est quelque chose qui est fondamental pour parvenir à... C'est un élément de la confiance, en fait, finalement, dans l'organisation de tout ça. Dans la RSE, c'est quelque chose qui est fondamental aussi, le retour d'expérience et le suivi de ce qu'on met en place. Faire du reporting, c'est bien, mais si on ne se pose pas la question de ce que finalement ça donne dans le temps et de la mise en œuvre des choses, ça a peu d'intérêt. Voilà, je termine là pour ne pas prendre le carton rouge et je vous remercie de votre attention. Donc merci de cette approche qui est effectivement très réaliste dans le monde de l'entreprise et qui sous-tend aussi l'idée, voyez, vous avez des points communs avec WWF, qui sous-tend justement le fait que le dialogue, enfin la RSE en général peut-être, et le dialogue social en particulier, doit être fait sur mesure. Vous avez bien insisté sur le fait que, oui, de temps en temps, il y a des dispositifs qui sont aussi des dispositifs légaux, qui sont peut-être des cosmétiques du bien pensant et du bon modèle, mais qui ne correspondent pas forcément toujours à une réalité dans l'entreprise. Alors, précisément, quel est votre point de vue de ce du côté de la RSE, où vous dites bien que le dialogue est consubstantiel à la RSE, alors même que la RSE n'est pas soumise, elle, à l'obligation du dialogue social. Est-ce que vous pensez que, justement, elle devrait être soumise au dialogue social ? Alors, obligation, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus d'intervention de la RSE dans le dialogue social. C'est relativement encore rare de voir ce sujet-là sur la table dans le cadre du dialogue social. Alors si ce n'est dans les comités de groupe européens, comités de groupe monde, mais localement sur un comité d'établissement, un CHSCT d'établissement ou un comité d'établissement, on voit très rarement ces sujets-là abordés. Moi, je veux pour preuve un cas où on a des accords cadres internationaux sur la RSE, des accords mondes. Et quand vous allez challenger une entreprise pour lui dire, je l'ai fait dans un cas donné, prenons votre accord et allons le travailler avec un de vos établissements et prenons 3 points sur les 10 ou 20 que vous listez et travaillons localement avec les délégués syndicaux locaux, les managers de site, et essayons de faire en sorte que cet accord prenne corps finalement dans les processus de travail de ce site. Alors, ça prend pas. Ça prend pas parce que je pense qu'il y a une vraie... Alors, moi, les raisons que j'invoque, je pense, c'est que finalement, donner trop de latitude au local, ça veut dire donner des modes d'organisation de travail peut-être différentes
en fonction des établissements. Or, aujourd'hui, la grande entreprise se structure uniquement avec des modes de travail très homogènes. Il faut pouvoir reporter de façon homogène en centrale, et donc que tout le monde soit un peu sur un modèle, tout au moins, s'il n'est pas similaire, soit proche. Oui. Et donc si on donne trop de latitude au local pour s'organiser, il va s'organiser différemment. Ça ne rentrera pas dans les cases du système informatique qui est homogène, qui s'appelle un ERP, un Enterprise Resource Planning, les systèmes type SAP ou autres que vous avez peut-être pratiqués. Donc si tout le monde reporte de la même façon dans cette machine et travaille de la même façon, c'est très simple de suivre. Si tout le monde travaille localement différemment, on donne une complexité dans l'organisation et dans le suivi, et la complexité, c'est un risque pour l'investisseur. Bien sûr. En fait, ça nous ramène quand même à revoir peut-être les modes, certes d'organisation, mais aussi de penser autour de tout ce qui cause effectivement un peu de souffrance au travail, qui est la matérialité du travail, et qui ne rentre pas du tout justement dans ces modes de dialogue, et que ce soit de la RSE ou du dialogue social. Alors pour ma part, je ferai justement la boucle avec ce que disait Madame Leroy tout à l'heure. C'est même dans ce cadre-là et dans la relation des partenaires sociaux en particulier, un monde qui est en mutation. Mais de vous avoir entendu là parler, tous les quatre, j'ai envie de conclure avec cette très jolie phrase de Freud qui, dans les leçons de psychanalyse, pardon, la 5e leçon de psychanalyse, qui nous dit que quand quelqu'un parle, il fait jour. Voilà.